4, 3, 2, 1. Salut à tous, c'est Tolo, bienvenue pour ce nouvel épisode du Success Show. J'accueille ici dans la maison du succès Monsieur Fabrice Payen, qui est un ancien champion du monde de boxe thaï, quadruple champion d'Europe, qui s'intéresse beaucoup au développement personnel puisque je l'ai rencontré dans un séminaire à Londres. Bonjour Fabrice. Bonjour. Ça va? Ouais, ça va super. Yes. Alors, donc voilà, moi je t'ai présenté par rapport à. Moi, je t'ai googlé un petit peu, parce qu'on se connaît un peu, mais je voulais voir ton parcours un peu plus en détail. J'ai vu que c'était un gros parcours. Donc on va revenir sur ton parcours par rapport à ce que tu as fait, ce que tu fais ou ce que tu as fait, parce que tu continues encore dans la boxe thaï. Et ensuite, si tu as amené à t'ouvrir à d'autres sujets, ou si tu étais déjà dans le dev perso ou d'autres choses. Alors déjà, toi, comment tu te présenterais? J'aime bien commencer comme ça à chaque fois. Comment je me présenterais? Ouais. Donc, écoute, je suis un ancien sportif de haut niveau. Donc, j'ai fréquenté beaucoup la Thaïlande par rapport à la boxe thaï. J'ai été le premier occidental classé en Thaïlande. Donc, il n'y avait jamais eu d'occidental classé dans un grand stade thaïlandais. D'accord. Ce qui m'a permis d'apprendre un peu la règle de la vie et comment justement un peu envisager d'autres perspectives pour pouvoir grimper plus haut. Ensuite, j'ai battu les plus grands qu'il y avait en France et en Europe. Et donc, j'ai fini sur un championnat du monde. Ensuite, je me présente dans plus maintenant. J'étais moine aussi, bouddhiste. D'accord. J'ai fait deux grosses retraites bouddhistes en Birmanie et en Thaïlande, qui m'a permis d'avoir un accès sur la méditation et surtout après en comprenant qu'avec le développement personnel, je pouvais justement amener et amplifier tout ça au quotidien. Alors déjà, la boxe thaï, comment tu y es arrivé? Comment tu es arrivé dans la boxe thaï? Tu sais, ado, un peu en recherche de soi, Ouais. j'ai rencontré, j'étais dans une salle où vraiment il y avait une énergie très très forte. D'accord. Tu Mais tu as choisi ce sport par hasard ou Par hasard, ouais. D'accord. Je peux pas définir vraiment si j'en avais vraiment envie au début, D'accord. mais ça a été le hasard. Le hasard quand même un peu, je pense qu'il n'y a pas de hasard. La connexion s'est faite comme ça, quoi. Beaucoup attiré par l'Asie, donc toujours voulu aller en Asie pour découvrir les arts martiaux et tout. Fan de Bruce Lee. C'était ton premier sport de combat ou t'en avais fait d'autres? Non, j'avais fait du judo et du foot. D'accord. Du foot, j'ai été gardien de but pendant 4 ans. J'ai joué en équipe de Normandie aussi, parce que je suis normand à l'origine. Et ensuite, un peu de sport partout, quoi. Tennis, très sportif, D'accord. très en avant, dans l'énergie. D'accord. Et est-ce que tu étais. Comment tu étais en termes de niveau dans ces autres sports par rapport à ton arrivée dans la boxe thaï? Niveau normal, quoi. Niveau normal. J'ai fait beaucoup ça. Tout ce que j'ai fait avec l'extrême, donc toujours à fond. Mais sans conviction plus que ça. C'était pas D'accord. vraiment le chemin qui était encore là pour moi, je pense. D'accord. Et la boxe thaï, par contre, tu as eu un. Ouais, la boxe thaï, ça a été direct, quoi. Déjà au bout de 3 mois, je commençais à combattre. Donc ensuite, je suis parti en Thaïlande au bout de 5-6 mois. Donc, j'ai vécu mon premier voyage en Thaïlande, enfin la reconnaissance. Très rapidement, en fait, tu veux dire que tu as commencé la boxe thaï et tout de suite après, tu es parti en Thaïlande. Voilà, direct. Par rapport à la boxe thaï? Par rapport à la boxe, ouais. J'ai senti tout de suite qu'il y avait un truc qui se passait en moi, une envie d'exploser et de vouloir boxer en Thaïlande parce que c'était les arènes et puis à l'époque c'était pas donné à tout le monde d'aller en Thaïlande comme ça peut l'être maintenant. D'accord. Donc du coup d'aller en Thaïlande, ouais, ça a été pour moi une grosse révélation et j'ai boxé pour les Thaïlandais, donc c'était génial. D'accord. Enfin, quand j'ai pas boxé pour la France, j'ai boxé pour les Thaïs. Je dirais que t'as commencé la boxe thaï au bout de 6 mois, tu vas en Thaïlande et tu boxes pour les Thaïlandais. Voilà. Waouh. Voilà. Wow. Donc, ça a été vraiment une grosse reconnaissance pour moi parce que pas de chauvinisme, très accepté tout de suite, ça a été vraiment quelque chose de... Comment ils t'ont... Parce que c'est un milieu assez fermé quand même, non? Dès lors où tu commences à t'entraîner là-bas et que tu y mets vraiment de l'énergie et qu'ils voient que tu es vraiment à fond et que tu veux vraiment t'en sortir, tu vis vraiment comme un Thaï. Enfin, moi je mangeais Thaï, je m'entraînais les Thaïs, tout se passait vraiment dans ce domaine-là. Donc ils voient que tu as vraiment envie. Après, il y a un intérêt financier pour les deux côtés. Donc eux, en faisant boxer pour eux, et si tu gagnes, tu ramènes de l'argent un peu au camp. Donc tu vois, il y avait un échange qui se faisait. Pour un débutant, c'est pas... parce que tu débutais quand même. Ouais, je débutais, mais bon, j'ai boxé au bout d'une saison. Hein, donc quand même, j'avais déjà fait
dizaine de combats en France quand même à l'époque, tu vois. Moi j'étais débutant quand même, mais je m'entraînais plus qu'un débutant, je m'entraînais comme un pro, donc si tu veux, j'ai accédé très très vite au niveau au-dessus. Et comme j'étais pas forcément doué, je bossais plus. Donc ils ont Toi, tu te considérais pas comme quelqu'un de doué? Non. Non, j'étais pas doué du tout en fin de compte. C'est vraiment mon travail qui a fait que j'ai explosé tout grâce au travail, vraiment grâce à l'entraînement. D'accord, ok. Donc toi, tu arrives dans la boxe thaï, tu sens quelque chose, on va dire, en toi par rapport à ce sport-là, mais t'es pas forcément doué. Non. Et c'est ce qui m'a permis d'accéder. Et ce qui t'a motivé à travailler, c'est ce que tu sentais en toi ou c'était Voilà, c'est ce que je ressentais. À expliquer, c'est pas forcément facile. C'est plutôt une sensation que j'avais de sentir que à chaque fois, il y avait un truc qui se passait. Je dépassais toujours une limite. Je mettais toujours la barre plus haute en fin de compte. D'accord. Sans m'en rendre compte, bien sûr, à cette époque-là, mais je me défiais. Et j'avais le regard des Thaïlandais qui étaient là, parce qu'il y avait beaucoup de promoteurs qui venaient voir tous les jours mes entraînements pour voir où je pouvais combattre contre qui, pour faire les bookmakers après, tu vois. Donc à chaque fois qu'il y avait les promoteurs, je m'entraînais comme une fusée, quoi. Donc je me dépassais sans m'en rendre compte et j'ai accédé très vite à des ressources que j'avais pas forcément au début. D'accord. Ah. D'accord, super. Et comment... Alors, j'imagine que toi, tu es parti en Thaïlande très tôt, mais il y a d'autres Français qui sont partis peut-être dans la même vague que toi ou pas? Pas trop, pas à l'époque, c'était pas trop ça. Ah, t'étais seul à partir? Non, j'étais pas le seul, mais il n'y avait pas autant que maintenant, par exemple. On devait être 3-4, quoi. Il y avait 3-4 boxeurs qui étaient là-bas, qui passaient. Mais qui boxaient en 5 ans pour la Thaïlande, il devait y en avoir un ou deux, moi et un autre boxeur. D'accord. Et donc là, en fait, très rapidement, toi, tu te considères comme tu passes côté professionnel. Ouais, parce que là, tu travailles pour la Thaïlande. Et tu es assez jeune, j'imagine? Ouais, j'avais 17 ans. Ouais. D'accord. Comment c'est vu en France par rapport à quoi? Cette explosion d'un Français en boxe thaï sur des terres en France, de la boxe thaï. En France, c'était bien parce que personne ne le faisait à l'époque. Je dis quoi, c'était vraiment pas fermé, mais très peu de Français allaient explorer, développer plus leur pratique en France qu'en Thaïlande. Donc il y avait des passages, des mecs qui partaient boxer un mois ou deux, mais qui restaient pas pour fonder vraiment une structure et devenir. Donc c'était quelque chose un peu un extraterrestre. Ouais. Parce que c'était pas donné à tout le monde, surtout de rester quoi, dans le temps. D'accord, ok, les gens arrivaient mais ils restaient pas forcément. J'ai été classé numéro 10, numéro 7, numéro 5, numéro 3. En Thaïlande? En Thaïlande. D'accord. Et après, mon père est décédé, donc je suis revenu en France et j'ai commencé à faire ma carrière vraiment en France, où j'ai battu Dida, enfin. D'accord, donc tu as commencé limite là-bas. Voilà. En fait, tu avais fait une saison, tu me disais, peut-être en France un petit peu, mais c'était. Tu commençais? Voilà, la Thaïlande m'a vraiment permis de déboulonner un peu tout le système de boxeurs qu'il y avait en France à l'époque. Par rapport à ce que j'avais vécu, mais aussi par rapport à l'envie, la motivation que j'avais derrière. Quoi. Est-ce que tu penses que si tu étais resté en France, si tu n'avais pas fait ce voyage très très tôt en Thaïlande sur les terres de la boxe thaï, ça se serait passé différemment? Ça aurait pu être idem, ça aurait pu être pareil. Mais ce qui était important pour moi, c'était d'aller vraiment aux sources, comme un judoka au Japon. Ouais. En fait, pourquoi je te pose cette question, c'était est-ce que tu sentais que l'énergie qui se déployait d'étape en étape, peut-être à chaque combat, provenait du fait que tu étais sur les terres de la boxe thaï ou provenait du fait que c'était en toi? C'était les deux. En fin de compte, il y avait vraiment cette partie où la Thaïlande, quand j'étais à Bangkok, je sentais vraiment les vibrations différentes, quand même, plus fortes. Plus reconnu, plus accepté. Qu'en France, c'était un peu fermé. Tu vois, il y avait tel clan. Enfin, dans les fédérations, il y avait les gens promotionnaient plus les gens qui connaissaient que ceux qui étaient un peu de la province. Donc, quand j'étais en Thaïlande, c'est vrai que là, il n'y avait pas de différence. Quoi. J'étais vraiment là, dans le moment présent avec eux, et c'était très intense à chaque fois. Puis il y avait une telle reconnaissance. J'avais mon portrait qui était peint dans les rues, enfin je faisais les premières pages des magazines thaïlandais, enfin, tu vois, donc j'étais vraiment considéré comme un Thaï. Donc c'est ça qui m'a vraiment valorisé, et quand je suis arrivé en France, ça m'a aidé vraiment à construire un patrimoine dans l'Hexagone. D'accord. Et il y avait d'autres, à part toi comme Français, il y avait d'autres personnes étrangères qui étaient dans les classements Il y avait Ramon Dekers, donc un grand champion hollandais. Il y avait Rob Kaman qui était aussi un grand champion. C'était beaucoup d'Hollandais qui étaient dans le système et un Japonais.
Mais t'étais plus jeune, non? Enfin, là, t'étais très jeune, toi. Enfin, Ouais. Et par rapport à eux? Pardon, t'es la même génération. D'accord, c'était la même. Kaman est un peu plus vieux que moi, mais il avait 5-6 ans d'écart, quoi. Mais c'était vraiment, il y avait vraiment un clan. D'accord. On n'était pas 50 000, quoi. Ok, toi, comment c'était quoi ton état d'esprit à l'époque? Qu'est-ce que tu visais? Qu'est-ce que tu pensais qui était possible? D'être classé en Thaïlande, pour moi, c'était impossible. Ouais. C'était inimaginable. Ouais. Après, je visais pas vraiment. Je vivais vraiment étape par étape, quoi. Donc, bon, le rêve, c'était de devenir champion, bien sûr, comme tout. Mais par exemple, mes ceintures européennes et mondiales n'ont pour moi pas autant d'importance que mon classement en Thaïlande. Ouais. Si j'avais un choix à faire, il est vite fait, quoi. Pour moi, c'était numéro 3 en Thaïlande, ou numéro 2, ou même champion de Thaïlande, t'es champion de tout ce que tu peux imaginer, quoi. Pour moi. Ouais. Enfin, ça, c'est ma croyance. Mais je veux dire, les ceintures ont moins d'importance pour moi que tout ce que j'ai fait là-bas. D'accord. Et comment t'as réagi à tes premières victoires, à ton premier classement, l'arrivée de tes classements? Puisque toi, c'était inimaginable. C'était surprenant parce que je me retrouve en première page, en garde, dans une magazine thaïlandais, en marquant en dessous Fabrice Somorapin, parce que c'était le camp, mon camp, et rentre en classement numéro 10. Donc pour moi, c'était un truc vraiment, j'aurais jamais pensé que ça m'arriverait un jour, quoi. Donc là, c'était en plus c'est un des plus grands stades, c'est un peu le Stade de France ou le Parc des Princes sur Paris, tu vois, au niveau de l'éthique. C'était pour moi quelque chose de très très important. D'accord. Donc du coup, tu restes focus, tu grimpes, puisque tu as fait 10, 7. Et en fait, le seul truc qui t'a arrêté, c'est l'événement familial qui fait que... Ça m'a fait, je suis obligé de rentrer de Thaïlande. Et après, bon, j'ai eu une baisse de régime parce qu'il a fallu que je m'occupe de plein de choses. Enfin, ça a été assez lourd. Et après, j'ai rencontré mon épouse qui m'a bien coaché aussi, enfin, sans le vouloir, quoi. Elle était toujours à côté de moi, donc elle a bien boosté la continuité. Puis du coup, ça c'est reparti comme qu'en 14. Quoi. Ok, d'accord. Du coup, tu fais ta carrière européenne, enfin tes titres européens, quoi, mondiaux. Est-ce que tu reviens en Thaïlande ou pas? Je reviens en Thaïlande, mais plus pareil, quoi. Par contre, après, j'y retourne pour découvrir une autre discipline que j'enseigne aujourd'hui, où je suis devenu Andy Crew, ça veut dire maître, mais enfin, je suis plus l'enseignant. Donc, j'enseigne le Muay Boran, qui est l'ancêtre de la boxe thaï. D'accord. Et qui a 11 siècles d'histoire. Et donc, du coup, maintenant, j'étais le premier aussi, donc à faire une vraie démarche, à aller rechercher les racines et les origines de ma discipline. Et maintenant, je forme des instructeurs, je fais beaucoup de stages en France et je commence à développer vraiment cette discipline pour qu'on retourne aux sources, pour qu'on ait vraiment l'identité de la pratique du Muay Thai. Donc c'est super intéressant. Qu'est-ce qui t'a attiré toi dans ce retour aux sources Quand j'ai arrêté la compète, en fin de compte, je cherchais un art martial à pratiquer et je ne trouvais pas vraiment... t'aurais pas pu continuer sur la boxe thaï? Je continue toujours, hein, j'enseigne la boxe thaï et tout, mais je veux dire, je voulais aller plus dans le côté énergie interne, retrouver l'énergie pour la canaliser à l'intérieur avant de l'acheter vers l'extérieur. Et je ne trouvais pas vraiment de source qui me plaisait et je suis tombé sur un maître qui enseignait la pratique du Muay Boran et qui m'a accompagné. J'ai rencontré plusieurs maîtres, dont un vraiment qui s'appelle Krolek, qui m'a vraiment montré et donné envie d'expérimenter autre chose, et j'ai vraiment vu l'efficacité que ça avait. Et maintenant, je trouve que c'est bien de le combiner dans le Muay Thai pour que les boxeurs thaï puissent avoir des bagages en plus, des caisses à outils avec des outils qu'ils peuvent utiliser quand ils veulent. Ce qui démarque un peu justement le côté d'aller plus haut et d'aller chercher justement là où personne va vraiment chercher les sources techniques en plus qu'ils pourraient avoir. Donc tu te formes là-bas? Voilà, je me forme là-bas. Après, t'es accepté facilement? Ouais, enfin, sur la partie ancêtre, voilà, parce que là c'est encore... par rapport à ce que j'ai fait en compète et tout, les Thaïlandais se sont rappelés de moi, donc ça a été très vite. Ils ont vu que justement, puisque je venais chercher un truc, même les Thaïs ne vont pas chercher. D'accord. Donc du coup, ils m'ont vraiment accompagné pour que je ramène plus d'outils. Ça c'était en 97, donc ça a commencé comme ça, et là ça fait depuis maintenant... ça fait longtemps maintenant que je pose des petites graines comme ça, en espérant que justement que chaque élève ou chaque instructeur prenne des petites graines à lui aussi.
Le but, c'est de donner un peu quelque chose, de transmettre quelque chose pour qu'après tout le monde puisse le répandre dans une énergie différente avec la leur, avec leur enseignement à eux, mais en gardant bien les racines et la source d'où ça vient. Donc toi, là, tu es instructeur depuis 97, c'est ça que tu dis? Non, instructeur, je le suis depuis là 2 ans, aussi quand même plus, depuis 2002. D'accord. Où j'ai vraiment commencé à faire des séminaires. Et là, maintenant, je fais mon propre séminaire où j'organise dedans, je travaille sur l'énergie interne, je travaille sur les croyances limitantes, je travaille sur les canaux d'apprentissage auditif, visuel, kinesthésique, tu vois, j'ai rajouté tout ça dedans. Et sur les métaprogrammes, comment les gens agissent dans leur vie, comment leur inconscient les font agir dans leur vie. Très orienté PNL. Voilà. Ok, super. Et donc du coup, je suis devenu hypnothérapeute. Ah d'accord, ok. Ouais. Ah carrément. Ouais, donc j'ai vu que tu faisais... Je fais de l'hypnose et j'ai un cabinet et j'accompagne les gens. Ok, déjà si on reste un peu sur la partie, on va passer sur la partie un peu plus personne, sur la partie box style. Comment toi tu vois la nouvelle génération par rapport à ton état d'esprit? Est-ce que tu penses qu'ils ont le bon état d'esprit, sachant que eux ils vont beaucoup plus en Thaïlande que toi tu... Alors bon, il y a du pour et du contre. Ouais. C'est-à-dire que les valeurs ont changé. On en parlait justement hier avec un enseignant. Les valeurs ont changé par rapport au rapport enseignant-enseigné. D'accord. L'attente n'est plus la même. Bon, après, il y a eu toute cette évolution médiatique, il y a les réseaux sociaux, tout ça, ça a un peu, pas dégradé, mais enlevé la source où avant tu avais vraiment un rapport direct avec la personne et tu étais vraiment dans l'apprentissage de vouloir vraiment. Maintenant, les gens vont chercher un peu leurs informations où ils croient les avoir. Et forcément, après, ils ne font pas forcément toujours le bon parcours. Okay. Ils doivent rester bien focalisés avec l'apprentissage qu'ils doivent avoir. Après, il y a une bonne génération aussi, ça a beaucoup évolué techniquement, heureusement. Beaucoup d'élèves aussi qui vont dans le développement personnel. D'accord. Par rapport à leurs profs. D'accord. Après, d'autres qui sont fermés à ça. Donc, il y a il y a deux milieux. Il y a le milieu où le prof commence à se dire tiens, mon élève, il aurait besoin de faire un peu d'hypnose ou de PNL ou de coaching pour booster certaines ressources qui lui manquent pour aller vers le haut niveau. Et il y en a que pour eux, bon, c'est pas des choses qui sont du tout dans leur conception de... Ok, il y a un truc qui est intéressant dont tu parlais là par rapport à le rapport enseignant-enseigné, c'est que si je comprends ce que tu me dis, toi tu dis qu'aujourd'hui, à force de réseaux sociaux, etc., peut-être les gens sont moins focalisés sur un enseignant et sont peut-être plus éparpillés. Voilà. Et toi tu étais peut-être plus sur nous, on n'avait pas, ce rapport maître-élève. Voilà. On n'avait pas YouTube, on n'avait pas tout ça, on n'avait vraiment pas tout cet accès. Ouais. Et toi tu penses que c'est super important, enfin, c'est important d'avoir un maître par exemple? Je pense que c'est important d'avoir une personne avec qui tu travailles tout le temps parce que la confiance se crée directement et tu sais où tu vas. Ouais. Et la personne te connaît surtout. Que quand tu vas au bord du ring et tu es dans le coin et tu commences à donner des conseils, si tu ne connais pas ton élève, tu ne connais pas ses points forts et ses points faibles, tu n'es pas forcément dans le vrai et tu ne vas pas l'indiquer d'être dans la bonne stratégie et la tactique. Maintenant, si tu connais bien ton élève et tu sais, tu l'as préparé, il est là et tout, tu sais vraiment ses points faibles, donc tu vas aller tactiquement, déjà tu vas connaître son adversaire. Souvent les gens se retrouvent au bord du ring avec des gens qu'ils ne connaissent même pas. Ils partent avec leur sac à dos, ils arrivent dans le truc, ils vont au bord du ring et puis il y a un pote qui est dans le coin qui lui dit il prend l'éponge et le solo et hop, vas-y, avance, tourne, avance, tourne, et le mec il sait pas quoi faire. Donc ça va si le mec il est doué et qu'il a un instinct lui-même d'anticiper les stratégies, mais ce qui n'est pas évident quand tu es dans le direct, parce que dans le combat, tu es direct, il n'y a pas de recul. Le recul, c'est ton entraîneur qui fait le focus sur ce qui se passe. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est important. Après, je ne suis pas fermé en me disant que c'est bien aussi que les élèves aillent revoir ce qui se passe à droite, à gauche, mais voir, et de prendre des connaissances et après, à la limite, les échanger avec son prof. Ouais. Je pense qu'il y a vraiment un rapport de confiance qui doit se créer parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les gens vont s'entraîner dans une salle, ils vont s'entraîner ailleurs et ils ne savent pas un jour s'ils ne vont pas rencontrer un mec qui est dans la salle où nous c'était interdit pour nous, tu vois, à l'époque. Nous on devait, si on allait s'entraîner, on y allait avec notre entraîneur.
D'accord. Là, le mec, un jour, il est dans le 12e arrondissement, il est dans le 20e, après dans le 18e, et puis après, il retourne dans le 20e, et après, il retourne à sa salle, et entre-temps, tous les mecs sont en train de l'observer. Donc, si tu dois rencontrer un jour un mec de son club, qu'est-ce que tu fais, quoi? Tu as mis les gants avec, ils ont compris tous tes points forts, tous tes points faibles. Donc, tu vois, c'est un peu ça. C'est bien. Après, c'est le côté aussi Asie, tu vois. En Thaïlande, tu ne peux pas aller dans plusieurs camps. Si tu es dans un camp, tu es dans un camp. Tu es référencé avec le nom du camp. Au Japon, c'est pareil. Toi, les valeurs sont donc, différentes. Tu veux dire, en Thaïlande, encore aujourd'hui, c'est comme ça. Si tu commences à être entraîné à droite à gauche, le camp, il te vire. Ils te disent, allez, d'accord. Vas-y, va prendre ce que tu as à apprendre là-bas. Et toi, du coup, comment tu fais par rapport à tes élèves? Tu l'importes ça ou Après, moi, si tu veux, j'ai décidé vraiment de rester plus dans le loisir. Ouais. Parce que je trouve que la place aux combattants, elle est là, mais dans un club, ce qui est intéressant et enrichissant, c'est tous les gens qui viennent pour des différentes causes, différentes raisons, on va dire. Il y en a qui viennent pour évacuer le stress, il y en a qui viennent pour avoir une condition physique, pour le self-défense. Et tous ces gens-là, c'est ceux qui font vivre la salle. Après, s'il y a un combattant qui sort, tant mieux pour lui. Mais je veux dire, c'est ce que j'explique, c'est une équipe. En fin de compte, contrairement à ce qu'on peut croire, c'est un sport individuel sur le ring, mais tout se fait dans la salle. Les encouragements, les échanges de sparring partner, le conditionnement que tu peux avoir quand ton pote il vient dans le vestiaire quand ça va pas et qu'il te dit allez vas-y, tu vois, c'est vraiment une vraie famille qu'on retrouve même peut-être pas dans les sports d'équipe. C'est ça qui est paradoxal. Ouais. Donc voilà, pour moi aujourd'hui, avoir un combattant, ouais, ok, mais le problème c'est que j'ai une exigence que j'ai pour moi en tant que combattant, que j'ai connu, que j'ai du mal à pas accepter chez l'autre. C'est-à-dire que le mec, quand tu lui dis par exemple de venir t'entraîner et qu'il te dit ouais non, aujourd'hui je suis fatigué, après il se ment à lui-même en plus, mais tu vois, c'est un truc que tu fais une fois, deux fois, après tu te dis je peux pas prendre de risque pour lui parce que c'est pour sa santé à lui, sur le ring, les coups sont forts. Donc si t'es pas prêt, que tu t'es menti et que ton prof te dit tout le temps c'est bien, et que quand tu te prends un gros KO, qui a raison, qui a tort, tu vois. Donc je pense que c'est un engagement tellement important, même le plus petit des combats, qu'il faut le prendre au sérieux. Et à côté, il faut pas négliger tout ça, et c'est important, c'est de se dire aussi que dans les loisirs, il y a vraiment des gens intéressants, qui sont super intéressants, et souvent des loisirs qui deviennent des combattants, parce qu'ils sont venus vraiment dans un état d'esprit d'apprendre quelque chose, et après de pouvoir le transmettre sur un ring. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont venues te voir justement pour ce rapport mentor-mentoré? Parce que ça ressemble beaucoup à... C'est quand tu... Maintenant, ouais, ça commence pas mal. Beaucoup de demandes sur Internet, des questions... Ou même qui sont vraiment venus dans le sens... vraiment, je veux que tu sois mon mentor, je suis enseignable, je suis prêt à écouter tout ce que tu... ce que ça... J'en ai eu, mais... c'est éphémère, tu vois, parce que la vie, c'est des jeunes souvent, donc la vie fait que ils rencontrent une copine, ils changent de travail, ils changent de région, donc tu vois, il y a tout le contexte. En Thaïlande, si tu veux, c'est ce que je te dis, c'est que tu vis dans un camp, tu habites là-bas, tu vis là-bas, tu manges là-bas, tu es nourri, tu es payé, enfin tu vois, tes combats, c'est à ton salaire, donc c'est un travail. Okay. Ici, il y a quand même la vie à côté qui fait que tu sais jamais ce que la personne, demain, si elle se fait virer de son travail, qu'elle doit aller chercher autre chose, qu'elle doit se motiver pour elle va pas te dire je vais rester avec toi pour te faire plaisir, parce que de la boxe aujourd'hui, on n'en vit pas. D'accord. C'est pas un métier où tu peux te dire ouais, je vais gagner un salaire tous les mois, je pense que si c'était le cas, il y aurait plus de fidélité entre l'enseignant et l'enseigné, tu vois. D'accord, donc le désir, la passion, elle peut pas surpasser le fait que tu... Moi je l'ai vu comme ça. Ouais, toi tu l'as vécu parce que tu es parti en Thaïlande. Je pense même en France, je m'en foutais de travailler ou pas de travailler, quoi. Je travaillais juste pour me nourrir et pour pouvoir assumer mes combats, pour pouvoir partir en Thaïlande. Mais j'ai pas cherché à faire carrière dans le travail. Que j'ai eu du travail qui était vraiment intéressant, mais j'étais pas dans ce trip-là. Pour moi, c'était devenir champion et d'avoir... Donc si tu veux, j'ai beaucoup sacrifié de choses dans ma vie, sur tous les plans. Hein. Mais je ne le regrette pas parce que ça m'a apporté ce que je suis aujourd'hui et ça m'a ouvert d'autres portes après. Jusqu'à maintenant. D'accord, alors est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, par rapport à toi, tu ne retrouves pas forcément en France, dans les gens que tu as rencontrés, ce désir ardent, brûlant, bouillant que tu as pu, toi, connaître? Il y a une minorité de gens comme ça. Mais dans l'ensemble, ce serait prendre un risque pour eux de leur faire croire une illusion. D'accord. On n'est pas dans un système de football, par exemple. T'es pareil, tu es dans un club, tu es pris en charge par la société, s'occupe de toi. Donc là, si c'est pour lui dire viens avec moi et que j'en fais
mon élève et que le mec il a plus de boulot, il peut pas se nourrir et tout, tu vois, ça serait mentir. Ouais. Si demain la boxe thaï devient un sport comme le judo, un sport olympique où il y a vraiment une reconnaissance dans l'hexagone où tu sais que là le gars il est pris en charge par la fédération, bah, ok, au contraire, mais ça serait pas penser à eux de le faire autrement. Donc je pense que c'est important quand même de respecter l'être humain et de savoir où on va à la base, quoi. D'accord. Donc toi tu disais tout à l'heure qu'il y a de plus en plus de dev perso chez les entraîneurs, enfin qui recommandent. C'était comme ça à ton époque? Ouais, non. Non, à ton époque non. Bah, je le vivais mais sans avoir les mots dessus, sans qu'on me le dise. Comme beaucoup de sportifs en fait, voilà. Puisque vous êtes dans le déplacement de soi. Et c'est marrant de voir aujourd'hui quand tu t'intéresses à tout ça, c'est qu'on avait tous les mêmes problématiques avant un combat par exemple. J'ai discuté maintenant avec des gens qui sont dans le coaching, qui sont coachs, qui sont aussi dans le développement personnel, et on avait les mêmes angoisses avant un combat, avant la pesée. Et c'est marrant on croit qu'on est unique, tu sais, qu'on passe par des phases j'ai plus envie, j'ai envie, j'ai plus envie, en fin de compte, et on s'est aperçu en discutant qu'on avait tous à peu près le même problématique, que la chance qu'aujourd'hui les boxeurs, c'est qu'ils peuvent complètement l'esquiver grâce à l'hypnose, grâce à la PNL, grâce à tout ce qu'on côtoie aujourd'hui comme outil pour pouvoir accéder à un résultat beaucoup plus important sans mettre le stress en première ligne avec un gros voyant rouge qui t'empêche, qui te freine, en fait, qui casse beaucoup de... Ok, donc toi tu me disais le développement personnel, est-ce que tu l'as découvert à travers tes retraites, les passerelles, ça a été tes retraites? Ouais, mes retraites, j'ai fait des retraites vipassana aussi de 10 jours où tu pars en méditation, en immersion totale dans un endroit où Et toi, t'as fait ça par rapport à ton entraînement de boxe ou par rapport au suivi de ma carrière de boxe thaï, parce que j'ai toujours été dans le bouddhisme, très rapproché, et je voulais vraiment vivre l'expérience d'un moine. C'était pour moi quelque chose de très grand. Et après, j'ai voulu aussi rechercher les sortes de méditation qui me correspondaient le mieux, et celle de vipassana qui est très, très forte. Et le bouddhisme, tu l'as découvert en Thaïlande ou déjà en France? En Thaïlande. D'accord, ça a été vraiment la révélation en Thaïlande. D'accord. 84, 83. Je l'ai survolé. En plus, il y avait toujours ces petits rituels qu'on fait avant un combat, tu vois, on fait une danse et tout. Puis, eux, ils le ramènent toujours au bouddhisme parce qu'ils sont tous bouddhistes. Mais après, chacun le ramène à ce qu'il veut. C'était pour moi une révélation et je n'avais pas le temps de rentrer vraiment dans la pratique même. Et c'est en sortant de la compète et tout, que j'ai vraiment pu me poser, de me dire maintenant tiens je vais endosser la robe. D'accord. Avec la robe du moine pour voir ce que c'est vraiment, quoi, vivre au sens propre du terme. Et après j'ai continué en France, donc je suis dans un petit réseau où il y a une pagode à Marseille où je vais voir, je fais mes méditations, je prends mes préceptes. Et en fin de compte j'ai rencontré un élève, Taha il s'appelle, qui me disait tout le temps, le jour où tu feras de l'hypnose, ta méditation changera, ta méditation va changer du tout au tout. Et c'est vrai que lui a commencé à faire de l'hypnose, moi ça m'a vraiment intéressé. En tant que patient, en tant que client, c'était des trucs aussi à sortir. Et après dans la méditation, je me suis retrouvé avec une méditation qui n'était plus la même, au niveau qualité et au niveau plaisir de pratiquer, quoi. D'accord. Donc en fait, ça fait boxe thaï, bouddhisme, méditation, méditation, donc hypnose. Hypnose. Qui a un élève. Hypnose, et puis le chemin de l'hypnose te fait. Tu sais, on dit toujours que quand tu commences à créer ce que ton objectif où tu veux aller, il y a, comme par hasard, il y a toutes les connexions. C'est comme quand tu vas acheter une voiture et que tu vois la voiture partout. Avant, tu la voyais jamais, là, du jour au lendemain, tu la vois partout. C'est le même système, donc tu vois, tu connais des gens, tu commences à parler que de ça, et puis tu t'inscris dans une formation. Donc moi je suis à l'Arche, j'étais formé à l'Arche à Paris, où j'ai vraiment rencontré des super formateurs, enfin des bonnes personnes. Entre-temps, un jour j'avais un livre dans la poche qui était l'éveil de votre puissance intérieure. Et ce qui est marrant, c'est que je me retrouve dans un endroit avec une personne qui n'avait rien à voir avec le développement personnel, et je lui dis, il me dit tiens la boxe ça va et tout, et je lui fais ouais c'est cool, mais tu sais en ce moment je suis plus trop dans la boxe, je suis plus dans le développement personnel. Et je lui fais voir, je lui dis, et lui il me dit direct, il me dit écoute, moi je connais, c'est pareil, l'année dernière j'ai été dans un séminaire avec ma mère, c'est parti comme ça quoi. Je suis parti avec ma mère à un séminaire, ma mère a changé tout son travail et tout, elle a multiplié son salaire par 4. Moi putain ça a changé ma vie et tout, et je dis ouais, c'est quoi? Il me dit c'est Anthony Robbins.
Donc du coup, je sors le livre de ma poche et là, je fais voir le bouquin, la coïncidence, je me dis, écoute, c'est où ça? Elle me dit, c'est à Londres et tout. Ouais. Et là, dès lors où je suis rentré chez moi, la première chose que j'ai fait, je me suis inscrit au séminaire. D'accord. Et donc c'était 2015 là. Voilà, 2004, ouais, 2015. Non, l'an dernier. L'année dernière, 2015. Donc 2015, bon après je m'étais intéressé à tout ce développement personnel, mais pour Robin, ça a été vraiment pour moi la révélation. D'accord. Qui a changé ma vie, qui a changé mes façons de voir les choses, d'apprendre les choses aussi. Enfin, ça a changé beaucoup de choses chez moi. Après, bon, je me suis connecté, du coup, tu pars de Robin, tu vois un peu ce qui se passe un peu partout. Donc, j'ai vu aussi qu'il y avait Franck Nicolas. Donc, je me rapproche un peu, je crée du réseau par rapport à ça, parce que je trouve que c'est super important quand tu l'as fait, en plus, de revoir les gens après qui tu l'as fait. Parce que tu vois l'évolution de chacun, enfin, tu vois ce qui a changé, ce qui a encore à changer. Et puis, c'est se dépasser tous les jours, quoi. Donc, et du coup, je l'ai refait cette année. Ah oui, on s'est croisés. Et voilà. Alors, du coup, en fait, finalement, ton parcours, il y a d'autres personnes dans la boxe thaï qui ont découvert le dev perso aussi en parallèle. Ouais. T'es pas forcément la personne qui a apporté. Non. Il y avait déjà beaucoup Déjà, il y a Aurélien Duarte qui est aujourd'hui un bon coach aussi, qui lui il fait un spectacle le mardi soir. Là. Il fait un spectacle dans un théâtre, un polo théâtre, je sais pas quoi. Enfin, c'est là-dessus, quoi. Lui, il s'est mis dedans à fond. C'est un spectacle de quoi, du coup? Sur le développement personnel, justement, sur ça, c'est un truc sympa. C'est bon. Pour savoir qui es-tu, je sais pas, j'avais le fly, je sais pas où je l'ai mis. Enfin, bref, et lui, c'est un grand champion aussi de boxe thaï. Donc Aurélien, après, il y a d'autres gens que je côtoie qui me disent qu'ils s'intéressent à ça, et on le met pas en avant, ce qui est dommage. On le met pas assez en avant publiquement, mais les gens font leur recherche un peu, toi. Comme ça. Pourquoi tu penses que vous ne le mettez pas en avant? Parce que c'est pas forcément. Parce que c'est peut-être pas dans la culture française. D'accord. Dans l'éducation on parle plus de développement personnel parfois avec soit un trauma, soit un problème. Ouais, bien sûr. On pense pas au développement personnel pour aller vers quelque chose de positif. Mais en étant en positif déjà, quoi. Je veux dire, on n'est pas là. Les gens croient que si tu vas voir un coach, c'est parce que tu as un problème. Et non pas parce que tu dois booster un truc qui n'est pas un problème à l'origine, mais c'est juste amplifier et agrandir à l'image que tu veux être, et puis la visualiser, la ressentir, enfin tout ce qui est dans le développement personnel, hein, donc ce que fait Robbins. Ouais, tout à fait. Dans la PNL, quoi. Donc pour ça, donc je pense que vraiment il y a matière, et on y vient de plus en plus, pas que dans la boxe. Hein. Ouais. Et de toute façon, tu sais que dans le sport, en fait, les gens ils se rendent pas forcément compte, mais ils ont des préparateurs mentaux. Tout à fait. On parle de coach déjà, bon. On parle de coach sportif, mais ils ont des coachs, ils ont tout ce qu'il faut pour. De plus en plus, en plus. C'est vrai qu'après, dès qu'on met le terme développement personnel, ça fait voilà. Qu'est-ce qui se passe? C'est ça, voilà, tout à fait. T'as un problème? Tout à fait. D'accord. Et du coup, toi, tu disais que pour tes élèves, tu travaillais, vous travaillez les croyances, Voilà. Donc, en fin de compte, on leur dit pas forcément. Programme. Voilà, on leur dit pas forcément. Mais dans le cours, ça change ton cours, en fin de compte. Ouais. Parce que tu n'es plus toi en train de diriger, tu laisses l'élève se découvrir à travers la pratique. Donc là, ça se passe comment du coup? C'est des exercices écrits ou c'est des... Non, c'est par exemple une personne qui va te demander, qui a une difficulté pour faire un geste, au lieu de lui dire tu fais ça, tu renverses le rôle, comment tu ferais toi si tu devais... Ah, ouais, d'accord. Donc tu vois, où est-ce que et la personne trouve sa solution tout seul. Aussi bien dans le mental que dans le physique, quoi. Je veux dire, c'est d'aller laisser la personne se découvrir par elle-même, juste en l'accompagnant, sans mettre de projection, sans dire ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Donc une réelle posture de coach, posture basse. Tout à fait, en position basse, parce que c'est important, parce que les gens, c'est ce qu'ils veulent pas. Ouais. Tous les jours, on leur dit fais pas ça, fais pas ci. Depuis que tu es tout petit, on te dit des choses que à un moment donné, tu satures, même consciemment ou inconsciemment. Donc là, la personne te mène sur un chemin, et tu vas découvrir des facultés, des ressources, des capacités, des croyances que tu avais complètement occultées parce que c'était pas en ton... Donc en fin de compte, tu fais exploser à l'intérieur de toi quelque chose de magnifique. Comment ils réagissent en fait ceux qui viennent justement, qui viennent pas chercher cette posture basse chez l'entraîneur, mais qui viennent chercher le mec qui enseigne, dis-moi ce qu'il faut faire, donne-moi la réponse, donne-moi... Alors après on s'adapte. Hein. Ouais. Moi c'est pas mon style à moi de le faire, mais bon, si j'ai un élève comme ça, je suis à la demande
de la demande du client, hein, on va dire, du client entre guillemets, du sportif. Quoi. Ouais. Si le sportif il veut pas passer par cette étape, il passe pas. Après, il perdra peut-être plus de temps que celui qui passe par là. Quoi. Je veux dire, on voit la différence tout de suite sur les gens qui sont très à l'écoute de ça. Puis beaucoup d'hypnose à la fin, quoi, de relaxation, mais avec la visualisation de ce qu'ils ont fait. Donc, toi, à la fin du cours, la personne repart vraiment avec un système nerveux qui est complètement redescendu à un point 1 ou 2 seulement, avec plein de nouvelles idées, plein de choses qui se sont intégrées à un autre niveau. D'accord. Et est-ce que du coup, eux, ils associent ça à du développement personnel ou ils disent ça fait partie de l'entraînement, c'est normal, c'est son style à lui? Voilà, je pense qu'ils voient plus c'est son style à lui. Après, comme ils voient des changements chez eux qui sont vraiment flagrants et très enrichissants dans leur vie en simultané, ce qui est intéressant, c'est ce que je leur explique tout le temps, c'est que ce que tu fais dans la boxe, c'est ce que tu fais dans la vie, quoi. Ouais. Donc, toutes les ressources que tu prends dans la boxe, dans ton travail, ça va te servir, dans ta vie de couple, ça va te servir, dans ta façon d'aller chercher les choses au fond de toi-même, ça va te servir. Donc, ils le prennent comme ça et ils s'en aperçoivent que leur vie évolue, quoi. Par rapport à leur travail, par rapport au relationnel qu'ils avaient avant, des blocages ou quoi que ce soit, ou des gens qui étaient... j'ai eu un élève, par exemple, qui était hyper introverti, le mec qui avait été toujours agressé à l'école quand il était petit. Il a explosé tout à l'intérieur de lui. C'est devenu vraiment une bonne personne, une belle personne. C'était une bonne personne avant, mais je veux dire, c'est devenu vraiment une personne à part entière. D'accord. Donc c'est bien, quoi. Puis on va chercher toujours plus loin, toujours plus haut pour aller décapsuler le petit truc qui restait bouché pour que ça pète un coup, là, que ça devienne vraiment super, quoi. Donc toi, tu vois vraiment la boxe thaï comme ça a toujours été comme un moyen pour... en fait, comme un outil de développement personnel, puisqu'en fait, c'est un moyen, finalement... Ah, mais c'est un grand moyen. Ouais. Et toi, tu le vois comme ça? Ah oui. Ouais. Depuis que tu es dans le dev perso, ou tu l'as quand même vu? J'ai toujours vu comme ça, parce que ça a changé ma vie personnelle à moi, c'est des choses où tu n'as pas le choix, on n'a pas le choix. C'est soit tu veux aller plus haut, soit tu peux pas aller plus haut, parce que si tu passes pas des caps avec une certaine capacité, tu pourras jamais aller chercher le résultat, quoi. Donc tu es obligé, tu te dépasses. En fin de compte, il y a un vrai dépassement. Ouais. Comme dans tous les sports, de toute façon, de haut niveau. Dès là où tu veux arriver au haut niveau, tu es obligé de dépasser des choses que tu... Sinon, si tu restes dans ta petite coquille, tu restes un petit Calimero et tu passes toute ta vie à te dire c'est trop injuste, quoi. À un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut, quoi. Carrément. Donc du coup, toi, tu enseignes, t'es basé dans le sud. Ouais. T'as une école? J'enseigne à Aix-en-Provence. Ouais. D'accord. C'est quoi le nom de ton école, du coup? C'est Training Zone, c'est un club. Bon, j'y suis pour l'instant, là. Ouais. Mais sinon, je fais beaucoup de formations. Donc, formation. D'instructeur. Dedans, ou dedans, j'inclus vraiment tous les maîtres, tout ce que je te disais tout à l'heure, beaucoup de PNL. D'accord. C'est plus pour les instructeurs que pour... Ouais, pour les élèves aussi, mais si tu veux, je fais beaucoup de stages. Moi, j'ai une petite équipe où on a fait Bercy cette année, on a fait 3 fois Bercy, on a fait une fois en 2008, 2013 et là. Dans le cadre dans le festival des arts martiaux. D'accord. On reconnaît vraiment une discipline à part entière. Et je suis le seul référent, je suis le plus gros gradé en France, donc je suis 13e CAN en Wemoran. Et ça permet vraiment maintenant de pouvoir s'afficher et mettre en place des bons moyens pour accentuer. Et mon objectif personnel, c'est d'ouvrir vraiment ma salle avec mon centre de bien-être dedans. Ça, c'est mon gros projet Robbins, quoi. Donc toi tu voudrais vraiment officiellement, clairement mixer dans le cadre d'un lieu tout à fait physique, le sport et le développement personnel. Ouais, et développement personnel, bien-être. Où tout le monde peut venir, bien sûr, le sport, il n'y aurait pas que la boxe thaï, il y aurait d'autres pratiques, il y aurait de la méditation aussi, il y aurait de la méditation, de l'hypnose, du qigong, tout ce qui est énergie interne et externe, pour que les gens vraiment trouvent, et après tout âge. Que ça m'intéresserait aux gens qui ont des enfants, des ados et surtout des personnes aussi qui sont en retraite, qui veulent continuer à la pratique, d'aller chercher des ressources. D'accord, et ce serait chacun y va pour son activité ou une personne touche à tout? Comme elle veut, là ça serait adapté à la personne qui vient. D'accord. Selon sa demande, c'est comme si on faisait un peu une liste de ce qu'elle a besoin et de ce qu'elle a besoin, elle va chercher dans les rayons ce qu'elle a besoin de prendre pour pouvoir... Et toi, en fait, du coup, ton activité est vraiment, pour le coup, vraiment dev perso, hypnothérapeute et autres trucs, c'est quelque chose que tu vas essayer de décorréler de la boxe thaï, ou tu décorrèles déjà de la boxe thaï, ou tu veux tout le temps
mêler les deux? Alors, je fais les deux. Parce que bon, en hypnose, j'ai des gens qui ont rien à voir avec la boxe. Hein. Ah oui, d'accord. Oh, ouais, c'est déjà. Des gens qui ont des problématiques, des traumas ou simplement des envies de changer quelque chose en eux, quoi. D'accord. Donc, et ensuite, après, par contre, j'ai le côté boxe taille. Donc, je trouve que c'est bien de faire les deux en même temps parce que mon domaine, ma passion, c'est la boxe et ma deuxième passion, c'est l'hypnose. Donc, d'accord. Quand je vois quand les deux s'enclenchent ensemble, le résultat que ça apporte. Donc, oui, garder vraiment ça. Au début, je voulais un peu m'écarter, mais en fin de compte, je me suis aperçu que c'était indissociable pour moi et continuer toujours avec mon cabinet à côté d'accompagner les gens qui ont besoin pour d'autres. D'accord, donc c'est vraiment déjà une de tes activités, hypnothérapeute. Tu as déjà des clients qui viennent d'ailleurs que du sport. Ouais. Ok, et tu fais quel type d'hypnose? Ericksonienne. Ericksonienne. Voilà. Ok. Ericksonienne et puis beaucoup de PNL aussi. Ouais, parce que tu parlais de PNL aussi. Beaucoup un peu de ce que fait Anthony Robbins. Ces protocoles, ces stratégies, on va dire, d'action. Et enfin, je m'adapte aux gens. Quoi. D'accord. Il n'y a pas de. Ce qui est bien, c'est que ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on dans l'hypnose, il n'y a pas une hypnose type stéréotypée pour une personne. C'est que chaque personne qui est en face de toi, c'est unique. Donc tu vas adapter vraiment à la personne. De ce qu'elle a besoin pour changer elle. Les choses qu'elle a besoin, les outils qu'elle a besoin pour aller chercher autre chose en elle. Qu'on ne dit pas, ouais, c'est ça, faut ça. C'est comme la boxe. Hein. Le boxeur, quand il vient, il faut s'adapter à sa morphologie, à sa souplesse, à sa puissance. Donc, Et du coup, si par exemple on veut te contacter pour une séance hypnose, on fait comment? Donc, sur mon téléphone. Bon, on mettra son téléphone, je sais pas comment on mettra. T'as pas une page Facebook ou J'ai ma page Facebook qui est Meshka France. Ouais, c'est ta page perso ou ça ta page? Ouais, ça c'est ma page perso. Et après, j'ai sur internet, on peut me contacter facilement. D'accord, ok. Meshka France. Voilà. Et donc, du coup, j'allais te poser ta question sur ta vision, mais je pense qu'elle est assez claire en fait, de ce que tu viens de me dire sur les prochaines années. Donc, ce centre, développer l'hypnose, un peu de la PNL et combiner un peu tout ça avec le. Ok, super. Voilà. C'est top. Merci Fabrice en tout cas d'avoir pris du temps parce que c'est un parcours pour le coup super inspirant. Je pense que ça peut inspirer pour les sportifs et même pour les autres, puisque tu as parlé beaucoup de choses par rapport à ton parcours et comment tu as fonctionné. Ouais, non, c'est cool. Donc un petit mot de la fin peut-être pour... merci à toi et puis franchement maintenant c'est parti. L'énergie est partie donc. Merci. Merci beaucoup. Bon allez. Coups.